bonjour à toutes et à tous. Catherine Cuzla, je suis directrice de la recherche du groupe Omnes Éducation. Et le groupe Omnes Éducation est vraiment très heureux, très honoré et très fier d'accueillir aujourd'hui la dernière journée du printemps de l'économie 2022 sur le thème de la sobriété. Sobriété énergétique, sobriété numérique, toute forme de sobriété. Et je suis vraiment très heureuse au nom du comité de direction de vous accueillir parce que je vois que beaucoup d'étudiants, de lycéens, de professeurs, de chercheurs et de professionnels sont là ou sont en ligne. Et je suis également très heureuse d'accueillir mes collègues pour une première session justement qui va évoquer la fin du diktat du PNB. Ce lieu, ce campus, parce qu'il faut que vous sachiez que c'est un campus qui regroupe des écoles et des écoles là aussi interdisciplinaires, puisque vous avez des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, des écoles de création, et toutes ces écoles ont des préoccupations économiques et toutes ces écoles en fait participent comme vous à un projet de société. Et je crois que c'est vraiment le rôle du printemps de l'économie de repenser aujourd'hui la société. Donc commençons, je ne vais pas être très longue, commençons avec mes collègues aujourd'hui à retravailler ce monde pour que nous puissions y vivre correctement, certes peut-être sobrement, mais là aussi avec de belles perspectives. Merci à tous et à toutes pour votre participation, autant dans l'auditoire que sur le plateau. Je laisse la parole à ma collègue Sylvie Faucheux, qui va, avec mes collègues, démarrer effectivement un très très beau sujet aujourd'hui pour cette dernière journée. Merci à vous tous. Merci Catherine. Merci à Omnes Éducation de nous recevoir. Et puis, merci au Printemps de l'économie que je retrouve avec plaisir sur une thématique cette année particulièrement d'actualité et je pense motivante pour tous les jeunes lycéens qui nous regardent. Je sais qu'ils sont nombreux. Et puis pour également tous ceux qui sont ici présents. Alors, tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier mes collègues qui sont venus ce matin tôt pour participer à cette table ronde. Donc, je commencerai par remercier Clément Morla, qui est docteur en sciences économiques, que j'ai connu au tout début de ses études de jeunes chercheurs. Donc, Clément Morla est du Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Donc, il interviendra tout à l'heure. Je remercie aussi le docteur Alexandre Rambaud de la chaire comptabilité écologique à AgroParisTech, qui lui aussi nous fera part des travaux particulièrement foisonnants et intéressants qui se passent au sein de cette chaire aujourd'hui. Je remercie aussi le professeur Martin O'Connor de l'Université Paris-Saclay, qui a été avec moi l'un des pionniers, on peut dire, de l'économie écologique en Europe et puis en France. Et puis, je remercie aussi Walter Edermarker, qui doit être avec nous à distance, je l'espère, qui est l'ex-directeur général d'Eurostat, qui continue à être particulièrement actif dans de nombreuses universités européennes sur ces thématiques et que j'ai aussi connu il y a déjà dans les années 90 quand nous avions créé avec un petit groupe le European Ecological Economics Association. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en réalité, cette question du PNB et du développement durable est une question qui se pose depuis, on va dire, fort longtemps, dès le début de l'émergence du développement durable. Mais le PNB, qui est considéré pendant très longtemps comme l'indicateur finalement déterminant pour décider quelle économie était viable ou non, et pour
pouvoir déterminer finalement quel était le niveau de développement au niveau international des différents pays, eh bien, cet indicateur avait déjà été dénoncé dans les années 50, mais surtout dans les années 90, quand est apparu le concept de développement durable. Il y a eu de nombreux travaux, aussi bien au niveau européen, mais aussi en France, sur les questions donc, de revenu national soutenable, qui pouvait être finalement une modification de ce PNB, mais également avec des voix qui se sont élevées sur des comptabilités patrimoniales, notamment en France, donc des façons de compléter donc cette vision purement économique et peut-être monétaire qu'est le PNB. Et à partir de là, eh bien, des travaux se sont fait jour, même si on en a beaucoup moins parlé, je dirais pendant les années 2000. En fait, il y a eu, au début des années 2000, on a un petit peu perdu de vue ces débats qui étaient au départ théoriques, mais également qui étaient très présents dans des organismes statistiques, en particulier en France, à l'INSEE. Il y avait des gens qui travaillaient sur la comptabilité patrimoniale. Ce petit groupe, un petit peu, voilà, c'est arrêté son travail parce que les gens sont partis. Et en fait, avec aujourd'hui toutes les catastrophes écologiques depuis quelques années, eh bien, cette question est revenue donc, sur le devant de la scène, et on s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, beaucoup de chercheurs ont continué dans différents domaines à élaborer et avancer dans cette voie. Et donc, c'est cette question que nous allons aborder aujourd'hui avec nos différents intervenants. Alors, nous aurons Walter Redermacher qui interviendra en anglais. Donc, il faudra donc être faudra prêter plus attention. Mais si vous le voulez bien, on va tout de suite commencer avec donc Alexandre Rambaud de la chaire comptabilité écologique à AgroParisTech, qui va nous expliquer quels sont les travaux aujourd'hui dans cette voie pour compléter finalement cette vision qui était assez radicalement économique, qui était celle du PNB, et macroéconomique. Finalement, quelle voie vous êtes en train de travailler, et finalement, quels sont les impacts sur la société, puisque c'est aussi ça qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, alors merci vraiment beaucoup pour cette invitation à parler de ce sujet et des travaux de la chaire. Donc, chaire que j'ai le plaisir de co-diriger avec Harold Levrel, qui donc économiste à AgroParisTech. On se partage justement les travaux entre économie, sciences de gestion, et on a aussi des écologues qui gravitent autour de la chaire. Donc, l'enjeu étant justement d'avoir une association assez féconde et fructueuse entre des domaines de recherche qui parfois ne dialoguent pas forcément toujours. Ne serait-ce que d'ailleurs les sciences de gestion et l'économie, parce que malheureusement il y a eu historiquement quand même une séparation qui est un peu compliquée, mais justement voilà, on essaye de travailler là-dessus. Je vais y revenir. Et donc la chaire qui est effectivement portée par AgroParisTech, l'université Paris-Dauphine, l'université de Reims, sur les volets notamment bioéconomie et comptabilité agricole, et par l'Institut Louis Bachelier, qui fédère en France notamment une grande partie des recherches en finance durable. C'est juste pour aussi décrire le panel d'acteurs qui sont autour. Et en termes d'acteurs mécènes, ça va du ministère de la Transition écologique au Conseil national de l'Ordre des experts comptables, en passant par un certain nombre de grandes entreprises, la CDC aussi qui est dedans. Et donc on a aussi là une variété d'acteurs. Et ce qui est intéressant, je le précise, c'est que ça permet de voir voilà, les acteurs qui sont intéressés et vraiment engagés de plus en plus dans une réflexion sur comment on remet à plat les systèmes comptables à différents niveaux, je vais en parler, et comment on peut proposer autre chose. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas juste une analyse critique, c'est une analyse aussi normative sur comment on développe autre chose, en fait. Donc, derrière les travaux de la chaire, et justement totalement en lien avec donc cette question de la remise en question du PNB, on a plusieurs grandes orientations, grandes directions,
La première, c'est pas par ordre d'importance, mais première conviction, c'est que on ne peut pas avancer, on ne pourra pas avancer sur une vraie remise en question de la question du PNB et qui soit opérationnelle et complètement cohérente théorique s'il n'y a pas une connexion avec les systèmes comptables à un niveau micro, donc au niveau des entreprises. Comme d'ailleurs, d'une façon alors plus ou moins prononcée selon les pays, mais il y a eu donc des articulations qui ont été faites. Et alors, la France est un pays qui est très connu pour ça, l'articulation entre la comptabilité nationale et la comptabilité d'entreprise. Et donc, articulation comptabilité nationale, comptabilité d'entreprise, avec aussi un point important, c'est de ne pas oublier le niveau méso, c'est-à-dire la question des comptabilités à des niveaux territoriaux et écosystémiques. Donc la première chose, c'est qu'on va travailler à une articulation entre une remise à plat et une interrogation sur comment on reconstruit, une articulation entre comptabilité nationale, comptabilité d'entreprise et comptabilité donc écosystème centré, hein, c'est le terme qui est employé. Donc ça, c'est une première chose donc sur le travail des articulations. La deuxième chose, c'est l'orientation qui est, alors pour faire de façon très générique, mais je vais le préciser en fait de façon plus précise que l'on entend par là, c'est travailler en ce qu'on peut appeler une soutenabilité forte écologique. Alors, soutenabilité forte écologique, la façon dont on le saisit, dont se saisit ce concept, c'est que on va prendre en compte une notion liée à la dette écologique, c'est-à-dire considérer que donc, si on est sur le volet purement environnemental, hein, qui est l'axe qu'on a choisi, donc sur le volet environnemental, on va considérer que les écosystèmes qui sont exploités d'une façon ou d'une autre, d'un point de vue économique, soit par les entreprises, par la société au sens large, de façon générale, font une sorte d'emprunt aux écosystèmes et qu'il y a une nécessité en fait, de les rendre en l'état, ce qui oblige à définir des notions de bons états écologiques, de travailler justement sur des bases totalement scientifiques de comment on définit ces états théoriques en fait, sur les écosystèmes, et théorique avec une articulation entre une vision, vraiment un pilotage scientifique, et le fait que les écosystèmes sont toujours évidemment pris dans des interrelations avec les êtres humains, c'est-à-dire que les bons états écologiques ne peuvent pas être définis en dehors des évolutions qu'il y a dans les interrelations avec les êtres humains. Donc ça pose en fait des questions qui sont à l'interface entre science et société. Et justement, notamment, une des finalités de la comptabilité écosystème centrée, c'est d'être en mesure de poser un cadre, un squelette, pour arriver à comprendre comment les acteurs, justement, contribuent positivement et négativement à des résultats écologiques au niveau des écosystèmes, et donc comment on peut formuler et avancer sur la question de la définition des bons états écologiques. Donc à partir de là, donc l'idée c'est de dire voilà, on a une nécessité de travailler sur les bons états écologiques, de comprendre qu'il y a donc des activités et des coûts, et j'insiste vraiment sur ce terme, des coûts. On ne travaille pas sur des questions de valeur de marché, c'est des questions de coûts liées à des activités pour remettre en état, pour prévenir des dégradations sur les écosystèmes. Donc dans le cadre de ces bons états écologiques. Et donc tout l'enjeu, c'est d'un côté, donc au niveau comptabilité nationale, de créer le cadre qui permet donc d'avancer là-dessus, et cadre au-delà même d'une question de pure quantification, parce que ce qu'on veut véritablement mettre en avant, en évidence dans le cadre de la chaire, c'est la réalité substantielle de la comptabilité qui ne se limite pas à simplement compter. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des chiffres, la comptabilité. La comptabilité, c'est avant tout, un terme que j'aime beaucoup, c'est une architecture des activités organisées. C'est-à-dire que la comptabilité, elle est là pour faire tenir debout des organisations. D'ailleurs, on parle de plans de compte, c'est pas pour rien, c'est-à-dire c'est des plans de construction qu'on ne voit pas vraiment, c'est-à-dire que parfois on les oublie, un peu comme l'architecte, on ne voit pas en fait avec tout ce qui a été fait, on devine des choses, on voit que ça tient, mais on ne sait pas exactement comment ça tient. Et voilà. C'est la même chose sur la comptabilité. Toute la question de la comptabilité, c'est comment on organise, voilà, on met un plan, voilà. Et donc, du coup, on va avoir, hein, pour donner quelques idées là-dessus, la nécessité de créer, donc au niveau de la comptabilité nationale,
des sortes de nouveaux types d'agents économiques qui sont liés aux écosystèmes eux-mêmes en tant que tels, en tant que reconnaissance même d'un sujet particulier. On va avoir la notion de coûts écologiques non payés, sur lequel on travaille beaucoup au niveau national. Donc les coûts qu'on ne paye pas et qu'il faudrait payer au niveau national pour garantir la préservation des bons états écologiques. Au niveau entreprise, on va travailler dans le cadre d'une connexion avec la comptabilité classique des entreprises, qui est dite justement de comptabilité en coût, et dans lesquelles on va donc mettre en place donc une extension de la comptabilité en coût pour prendre en compte le coût de préservation des écosystèmes. Et on va donc redéfinir vraiment un plan de compte pour arriver à gérer, à intégrer les écosystèmes sur cette base-là. Et entre les deux, encore une fois, on a donc la comptabilité écosystème centrée, dont la fonction est de savoir comment s'organisent les acteurs au niveau des écosystèmes pour justement définir correctement un résultat écologique qui soit scientifiquement fondé et intégré dans les interrelations écosystème-acteurs. Donc ça donne un peu le cadre de travail. Et donc juste pour terminer en 2 mots, on a un certain nombre d'expérimentations, un certain nombre de travaux théoriques, donc expérimentation donc auprès d'entreprises, on travaille avec, par exemple, sur des bassins versants, donc à un niveau écosystémique aussi. Et au niveau théorique, on va jusqu'à donc déjà redéfinir des plans de compte complets, jusqu'à savoir comment est-ce que tout ça a des impacts dans des modèles macroéconomiques, éventuellement jusqu'à redéfinir même les systèmes mathématiques à devoir utiliser. Voilà, pour planter un peu le décor. Merci Alexandre. Donc je vais donner la parole maintenant à Walter, s'il est branché avec nous. Est-ce que Walter est là? Non, apparemment, Walter n'est pas là. Walter, if you are here, thank you very much to be there, Walter. And Yes. hello, I don't see you, but hello. Thank you to be with us this morning. I know maybe you are between 2 airports now. We should like to have your advice, your visions on the priority for the development of statistics vis-à-vis of ecological problems. So you have a few minutes to explain that to us. Thank you. Okay. Thanks a lot. I hope you can. I can hear, but I can't answer a bit if you only speak to yourself. But let me focus on how. Maybe Walter, you can cut the image because we have some problems to hear you. If you cut the image, maybe it would be better. Okay. I will try again. Yes. Now? Yes. Go on, please. Following the previous speaker, I will also focus on ecosystems and maybe even so on biodiversity. So from my point of view, it is remarkable that completely disjunctive data worlds and ideas exist on this topic. Biodiversity loss is scientifically considered to be the biggest global problem next to climate change. First. Secondly, isolated communities fight for the protection of their specific species. Third, industrially organized patterns of food production and consumption live on almost unchanged also in the European Union. The SDG 15 indicators, which are relevant here, are extremely thin in comparison with other SDGs and I think not adequate. The system of environmental economic accounting, ecosystem accounting, is adopted as a statistical standard at UN level, however, far away from being known and applied in national statistics.
Economists, at least a great share of monetary valuation, and treat nature as another form of economic capital, stocks and flows to be counted and monetized, not as a genuine actor interacting with the economy, nor as a system with all its complexity. Ecologists partly adopt this economic reasoning and repeat their requests. The public discourse returns with an astonishing regularity to the same clash between wishful political thinking on the one hand and informational answers which cannot live up to the high level of expectations with regard to the common quality standards on the other. After at least 3 decades of development and personal experiences at the difficult front of green accounting, together with you, Sylvie and Martin, I come to the conclusion that we have to reflect on whether we can and should continue in the same mode. The terms cost-benefit analysis, as well as sustainability, should, in my view, be applied to the work of environmental accounting itself and the statistical facts produced, respectively. I give 2 aspects to consider. Just a second, there comes my breakfast. Okay? No, brauche nicht. Quality, the 2 aspects are firstly quality. Statistical information produced with the stamp official aim to ensuring sustainable trust in the solidity of this brand. This seal limits the possibilities to compensate for missing data through estimates, simulations, etc. This is all the more true the larger the gap that is to be filled. Well, simply speaking, if we are to simulate entire markets which do not exist actually, then we act similar to the Soviet Union that perished partly because they pretended to be able to replace the emergence of prices from complex market transactions. The second consideration is time. While the discussion about monetary evaluation have been going on for more than 30 years now, and we have not really made significant progress, the situation of nature, ecosystems, and biodiversity has deteriorated dramatically. We simply cannot go on like this. With every turn in this carousel of monetization discussion, we have to ask ourselves why we should believe that we will find a better solution. I think it is a wrong path and fundamentally flawed assumption that subject matter of economic science should be monetized in order to be perceived. The reverse is true in my view. The SEA, this is the System of Environmental Economic Accounting, has proven that accounting system can be of significant help if we understand them as ordering framework or architecture, as the previous speaker has said, for both the layer of basic statistics and the indicators used in policy-focused dashboards, such as carbon footprints. Further, they can be used for analysis and models, in particular those based on input-output tables, and so forth. So these satellite accounts called SEA, they are very, very meaningful, and not because they are putting everything on let's say, a monetary dimension. The question is therefore less on how to theoretically and accurately integrate nature into accounting, but how to work with the dilemmas of responding simultaneously to the distinct quality considerations relating to theoretical concepts, the available data, the financial possibilities, and time pressure to provide an answer to the need for solid evidence. So adequacy, sufficiency, and conventions are the key words here. As soon, that is why I'm firmly of the opinion that the discussion about monetary valuation should be frozen. It wastes valuable capacity, raises false expectations, and distracts from the important issue of how statistics can actually contribute to public discourse in democracies. The next steps in practice should mean that we first build up regular representative monitoring that provides us with information of high quality, comparable to that which we have built up over the years in the area of demography and social affairs.
This is a huge challenge, but it is affordable and enormously important. It means that new partnerships have to be built, that investments have to be made, and that the program planning of public statistics has to take this point on board. All this has to happen quickly. How this can and should be done is no longer a question of scientific work on concepts. Rather, it is a matter of implementing the biophysical part of the UN standard SEA ecosystem accounting. In Europe, there is a project which is called KIP Inca, which could show us the way. For this actually to happen, the political will is now needed to give the mandate and provide the necessary funds. That's it from my side, Sylvie. Merci pour m'inviter pour cette discussion très importante. Thank you very much, Walter. And maybe Martin O'Connor can go on this topic and to... non, pardon, je vais parler en français. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis parti. Martin, donc O'Connor va continuer sur finalement ce que vient de nous dire Walter, puisque ils travaillent ensemble depuis, enfin en tout cas sur ces mêmes thématiques depuis de nombreuses années. Donc Martin, est-ce que tu peux nous donner l'éclairage sur ce que tu appelles la comptabilité patrimoniale des écosystèmes? On dit qu'il faut que je m'exprime dans le micro, c'est bon comme ça. J'ai préparé quelques slides et en l'occurrence, je veux commencer avec le dernier. Donc c'est le slide numéro 6, si on peut arriver jusqu'au bout. Pour répondre directement à certains éléments de l'intervention de Walter, après plus de 30 ans de travail, le cadre qu'on appelle le compte d'écosystème a été formalisé. Walter a signalé que c'est devenu maintenant, pour une partie, un standard au niveau des Nations Unies. Et on voit la structure qui est établie après des années de travail des groupes de spécialistes, où on insiste sur la séparation de 5 grands domaines de comptabilité. Il y a la comptabilité sur l'étendue ou les quantités des types d'écosystèmes. Il y a des comptabilités sur les caractéristiques ou la qualité de ces écosystèmes. Et puis, il y a des comptes ou de la comptabilité, les représentations des services ou les flux qui sont réceptionnés par les sociétés humaines en provenance de ces écosystèmes. Et toutes ces dimensions de représentation, d'observation et de mesure peuvent se développer et logiquement devraient se développer en termes physiques avant même de parler d'un centime d'euro ou de dollar ou d'autres. Ensuite, on peut se poser la question en quoi et dans quelle mesure et à quel bon on peut établir des estimations de grandeur monétaire associées ou bien avec les écosystèmes comme actifs ou bien avec les flux de bénéfices qui sont en réception depuis ces écosystèmes. Ça, c'est les 4e et 5e catégories dans le slide que vous voyez. Alors, ce qu'a suggéré Walter, et depuis déjà 30 ans, je suis d'accord avec ce point qu'il a évoqué, c'est qu'on peut utilement effacer le 4e et 5e point sur le slide et faire un bon travail avec 1, 2, 3. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Est-ce que vous pouvez remonter sur le slide 4? Il faut remonter, oui, voilà. Alors, je vais essayer de montrer le lien avec la vision qui est très bien exprimée dans le programme qu'on appelle de patrimoine mondial de l'humanité ou patrimoine de l'humanité qui est porté au niveau de l'UNESCO dans le cadre des Nations Unies. Et pour les personnes qui connaissent un peu ce programme, qui est mis en place depuis le début des années 70, qui veut dire depuis maintenant à peu près 50 ans, on a établi au début une vision de 2
grande catégorie de patrimoine, ce qu'on appelle patrimoine culturel et patrimoine naturel. On a dit qu'il y a des éléments remarquables qui sont présents dans le monde, ici et là, autour de la planète, et qu'on devrait se donner le défi d'entretenir et préserver pour la postérité ces richesses qui s'expriment en termes de création culturelle et de structure, fonctionnement dans la biosphère au niveau naturel. Ça peut être une structure géologique, ça peut être une richesse de biodiversité, ça peut être un paysage extraordinaire. Le long des 50 ans jusqu'à 2022, aujourd'hui, progressivement, on a fini par comprendre que le culturel et le naturel sont imbriqués et que c'est très difficile de raisonner en termes d'entretien de patrimoine si on raisonne dans une dichotomie naturelle et culturelle. On peut dire que la même préoccupation est émergée dans le cadre de notre crise écologique, où on rend compte que c'est toute la planète, c'est toute la biosphère, l'atmosphère, les océans, toute la biodiversité aquatique, terrestre et qui vole dans le ciel, qui est devenue essentiellement une structure fragile, vulnérable, susceptible d'être bouleversée, perturbée, dégradée par conséquence des êtres humains qui font partie quand même de cette biosphère. Donc, on finit par déclarer, et ça c'est une thématique de beaucoup de mes enseignements actuellement, que c'est la biosphère comme habitat qui devrait être déclaré un patrimoine naturel de l'humanité. Et on devrait se donner le défi de pouvoir l'entretenir. Mais à ce moment-là, ça modifie la vision de structurer et exploiter les informations, les connaissances. Si on regarde le petit schéma que j'ai essayé de mettre sur le tableau, c'est un schéma en anglais pour faire un peu le partage entre Walter et moi. Au milieu, il y a un carré en vert, le capital humain, création et entretien de capital technique, ce qu'on appelle parfois la technosphère. Certains de mes collègues vont dire capital économique. Je dis non. Tous les actifs de notre planète sont nos capitaux économiques, y compris les glaciers, y compris l'atmosphère, y compris les océans. Tout ça, ce sont nos richesses. Et c'est la biosphère qui est notre première richesse. Le défi d'entretenir cette biosphère comme notre auberge planétaire, ce n'est pas seulement éviter de jeter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce n'est pas seulement éviter de jeter des bouts de plastique de partout dans les océans. On est très doué pour faire ça. C'est décider que la chose qui compte, c'est comme si nous sommes tous les propriétaires ou les locataires d'une auberge quelque part dans le paysage de la France, et on se donne les moyens d'entretenir et faire vivre cette auberge plutôt que le détruire. Ça nécessite de focaliser quels sont les engagements équipements, les engagements forces de travail, les engagements des moyens qui coûtent de l'argent pour assurer cet entretien. Dans le début de la comptabilité environnementale, on a développé une catégorie qu'on appelle les dépenses défensives. Ce sont les dépenses qui sont utiles ou nécessaires parce qu'on est en train d'éviter un dommage ou de remédier à une dégradation. Mais on dit que ça ne produit pas de la nouvelle valeur, ça ne produit pas de surplus parce qu'on est en train juste de revenir à la case de départ. On a proposé donc que ça ne devrait pas être compté dans une vision de revenu net soutenable. Mais en raisonnant comme ça, on est resté trop proche de l'idée qu'il faut corriger en quelque sorte une mesure de l'activité économique, qui veut dire l'activité commerciale. Si on regarde mon schéma, la question qui est posée classiquement, c'est quel est le volume d'activité en termes monétaires représenté à l'intérieur de la cellule verte dans le centre et quelle est la partie de cette création de valeur qui est transmise comme biens et services pour le bien-être des membres de la société, indiqué par la flèche noire. Quelle est la
partie qui nous concerne aujourd'hui. C'est l'entretien de notre patrimoine à la fois culturel et écologique, représenté par les deux autres rectangles en vert, la partie culturelle en haut et la partie, excusez-moi. Excusez-moi. La partie en haut, c'est la dimension culturelle institutionnelle. La partie en bas, c'est la dimension naturelle, écologique, la biosphère. La question qui se pose pour les comptables aujourd'hui, c'est comment assurer la visibilité et l'engagement pour l'investissement qui va assurer la pérennité de ces patrimoines. C'est absolument inutile de considérer ça comme un ajustement à la marge d'un indicateur comme le produit national brut. C'est absolument inutile d'essayer de l'assimiler à un ajustement sur la question de revenu national qui est une mesure de bien-être pour les êtres humains. On devrait le considérer comme une représentation de notre engagement collectif pour entretenir notre auberge planétaire comme il se doit. Et c'est ça la perspective que j'essaie de partager ce matin. Merci. Merci Martin. Donc je vais demander à Clément donc, aussi donc, sa vision du cercle des comptables environnementaux et sociaux donc, et de compléter de son point de vue comment peut-on aller au-delà du PNB avec d'autres types peut-être d'indicateurs et de visions comme on a pu le voir jusqu'à présent. Donc voilà, Clément, quelques minutes, puisqu'après, il faudra aussi tenir compte des questions. Et puis... Oui, donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc pour déjà resituer le cercle des comptables environnementaux et sociaux, il s'agit d'une association qui vise à faire le lien entre les développements scientifiques de la chaire comptabilité écologique et la transformation des activités, des milieux professionnels, des entreprises, des collectivités. Donc on a une vocation de dialogue justement entre la science et la société et les transformations. Et donc en fait on travaille selon 3 axes et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre plus. 3 axes qui sont des formations à la fois techniques mais à la conduite du changement. On est vraiment dans la transformation, la comptabilité, pas seulement pour compter, mais pour rendre compte de responsabilités et accompagner des transformations de modèles d'activité. Donc vraiment une approche performative et transformative de la comptabilité. Donc un outil d'économie politique. Ensuite, une approche de prise de position dans les sphères économiques et politiques, avec encore une fois une approche de volonté de transformation, justement des représentations, des cadres, de comment on fait ce passage entre le niveau des organisations, le niveau des territoires, qui regardent les écosystèmes, qui regardent les métabolismes territoriaux, qui regardent comment les politiques publiques sont construites sur la base de bonnes représentations des métabolismes territoriaux fondées sur des bons états écologiques des bassins de vie. Et puis ce niveau de la comptabilité nationale avec les différentes façons qu'on a pu voir approcher tout à l'heure. Walter parlait d'approche statistique avec la difficulté qu'il y a à intégrer les questions économiques. Martin allait dans le même sens un petit peu en regardant finalement le fait qu'on puisse avoir une approche à la fois quantitative mais aussi qualitative des questions écosystémiques mais au niveau macro. Et donc voilà, le but de ce deuxième axe, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut aborder tout ça dans une logique d'ensemble. Et nous avons fait plusieurs séminaires, un premier sur la normalisation extra-financière et le second plus précisément sur la question de la double matérialité, c'est-à-dire à savoir comment, on parlait de finances à l'instant, comment est-ce qu'on peut investir dans les transformations de transition écologique au regard de ce que les patrimoines naturels fournissent comme actifs pour l'économie, mais pas seulement. Regardez aussi comment
les écosystèmes naturels, en ce qu'ils sont, doivent être préservés. Et c'est vraiment cette notion très importante qu'on tente de mettre en avant, notamment avec la comptabilité CARE au niveau des organisations, c'est comment est-ce qu'on fait pour arbitrer. Au-delà de parler de la question du monétaire et du non monétaire, comment est-ce qu'on se donne des outils pour dire oui, on agit parce que effectivement, on a besoin d'agir. On parle de l'habitat dans lequel on est, mais au-delà d'un habitat, on a une planète, on a des êtres vivants qui doivent être préservés, pas seulement parce qu'ils sont un habitat, mais parce qu'il voilà, y a cette logique possible qui est de dire on les préserve parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et donc à partir de là, on peut voir qu'il y a cette... Pour revenir à cette question de la monétarisation, en fait, Alexandre a bien précisé, et Martin aussi, dans une certaine mesure, que la monétarisation, il y a deux approches. C'est est-ce qu'on regarde le vivant, est-ce qu'on met en économie le vivant en ce qu'il rapporte à une économie de marché, ou est-ce qu'il permet d'économiser par rapport à des coûts publics qui seraient assumés de dépollution, etc. Ou alors est-ce qu'on est dans une logique de dire, en fait, on ne va pas monétariser ces choses-là, on ne va pas réfléchir en coûts simplement par rapport à des décisions économiques qui vont être prises, mais par rapport simplement à des questions politiques. C'est-à-dire, on veut respecter telle ou telle composante du vivant, et là, la question n'est pas une logique d'évaluation économique. La question, c'est de dire, on a localement, alors peu importe le niveau de localité, c'est peut-être à côté d'une organisation, d'une entreprise, c'est peut-être au niveau d'un territoire, via une collectivité, c'est peut-être au niveau national, dans un débat public, comme une convention citoyenne, etc. Mais en tout cas, on prend des décisions politiques, et à partir de là, on a des décisions d'action de préservation, et qui doivent bien évidemment là se fonder sur à la fois des objectifs scientifiques, avec des objectifs de bons états écologiques. Et là, c'est des indicateurs scientifiques à tous les niveaux. Et la question que mettait en avant Walter avec le niveau de ces indicateurs liés aux objectifs de développement durable attachés à la biodiversité, qui sont peut-être trop fins. En fait, il y a toute cette question du travail sur la jonction entre des indicateurs très très micro liés à la biodiversité et puis des indicateurs plus macro. Comment est-ce qu'on fait ce passage? Est-ce que c'est du statistique? Est-ce que c'est de l'interprétation, du dialogue entre des niveaux de préoccupation liés à des chambres, en tout cas des arènes de responsabilité, etc. Mais toujours est-il que cette question du coût est à aborder, peut être aussi à aborder de façon... comme une conséquence. Et donc la question de la monétisation ou pas monétisation, simplement pour justement rester à quelques minutes, comme le disait Sylvie, il y a un petit peu cette approche qui est de dire, pour moi, c'est une fausse question, c'est pas monétisation et pas monétisation, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce que c'est l'argent, la monétisation pour se donner les moyens de mettre en place une décision politique, ou est-ce que c'est laisser à l'économie le pouvoir, via la représentation monétaire, de poser une grille de décision, finalement, qui s'impose aux politiques. Et donc, c'est là toute la dualité. Et la question qui est intéressante avec l'approche un petit peu l'approche de CARE, hein, qui est de dire on regarde les bons états écologiques, on décide localement, dans une approche d'économie politique, des actions à mettre en œuvre. Ensuite, on regarde le coût de ces actions. Alexandre parlait de dette écologique. Là, les coûts de ces actions, on les considère comme des passifs des entreprises, ce qui fait qu'on restructure la représentation en fait, du modèle d'affaires des entreprises, en faisant apparaître une fonction de préservation en plus d'une fonction d'exploitation, ce qui permet finalement de transformer le marché, de transformer l'économie de marché à la base, de montrer, à partir du moment où on a des actions qui ont été posées, associées à des coûts, montrer une grille de lecture pour les investissements dans la transition écologique, comme disait Martin, c'est effectivement ça. L'intérêt de montrer des coûts associés à des actions, c'est pour des logiques d'investissement, plus que pour des logiques, dans l'absolu,
de valorisation économique, de dire est-ce que ça vaut quelque chose. C'est plutôt l'idée de dire est-ce que ça vaut quelque chose? Oui, en termes d'intérêt pour le vivant, d'intérêt pour les acteurs locaux et les habitants. Et donc, est-ce qu'on est prêt à y mettre les moyens nécessaires? Et donc, effectivement, parmi ces moyens nécessaires, il y a de l'argent. Il n'y a pas que de l'argent, il y a de l'organisation politique, il y a du bon sens, il y a de l'intelligence, il y a du dialogue autour des indicateurs, mais il y a aussi de l'argent. Et en ce sens, le fait de monétariser n'est pas monétariser le vivant, mais monétariser des actions de préservation du vivant. Voilà. Merci Clément. Alors donc très très rapidement, donc vous voyez, bon, un débat très riche. Vous voyez aussi que nous sommes dans des domaines où eh bien il y a encore beaucoup de recherches, que ça nécessite aussi de casser les codes, puisque les économistes doivent travailler de façon pluridisciplinaire avec les sciences du vivant. Donc bon, c'est ce qu'on appelle l'ecological economics notamment, mais qui a quand même eu du mal à prendre, hein, et même dans les universités, il est encore difficile de travailler de façon pluridisciplinaire. Donc, en tout cas, pour tous les jeunes, je dirais les lycéens, les étudiants qui nous regardent, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, ce qui est, je pense, assez motivant aussi, hein, une période où on vous dit que finalement tout va mal. Ben non, il y a des choses qui se font quand même. Et vous pouvez être aussi acteur de toutes ces activités qui sont en train de se mettre en question. Et ces questions qui peuvent peut-être vous paraître parfois très théorique, bah non, en réalité, on voit qu'elle touche finalement tous les domaines. C'est que ce soit les entreprises, que ce soit les organisations internationales, que ce soit toutes les institutions publiques, privées. Enfin, en tout cas, on voit que ça va avoir des impacts très importants et que ça va provoquer donc des métiers aussi assez nouveaux. Et je crois que ces questions-là devraient vous motiver, puisque vous êtes une génération, en tout cas, qui se préoccupe beaucoup de l'écologie, et donc vous pouvez être acteur aussi, et non pas subir tout ce qu'on peut vous raconter dans les médias terribles qui va vous arriver. Vous pouvez être acteur pour améliorer la situation. Je pense que ça, c'est aussi important de vous le dire. Alors, il y a probablement des questions, mais je vais peut-être... les intervenants, est-ce que l'un d'entre vous a envie de dire, allez, quelques 30 secondes, vous avez envie de réagir à ce qui a été dit, ou vous préférez répondre aux questions? Dans la présentation de Voltaire en anglais, il dit à un moment donné qu'il croit ou il pense que c'est une erreur fondamentale de considérer que la matière de la science économique devrait être exprimée exclusivement ou principalement en termes monétaires. Ça, c'est une hérésie, mais c'est important. Alors, je me souviens que j'ai posé une question il y a longtemps, peut-être 25 ans, à un groupe d'économistes, et je dis, qu'est-ce que vous pensez que l'évaluation économique devrait se faire en termes monétaires ou en termes multicritères? Et dans la salle, qui avait peut-être une cinquantaine d'économistes, Sylvie Faucheur, à côté de nous, était le seul qui a levé la main pour dire que l'évaluation multicritère fait partie de la science économique. C'était quand même extraordinaire. Alors, ce que nous suggérons, c'est qu'il faut identifier quels sont les patrimoines à entretenir. Ça, c'est un acte sociétal. Ensuite, comme a dit Clément très clairement, quels sont les coûts en partie monétaires pour exprimer cet engagement d'entretien? Là, on est dans le domaine de comptabilité monétaire. Mais il faut déjà savoir quel est le type de monde qu'on veut construire et entretenir. Merci. Alors, donc, pour les questions, j'ai un petit souci parce que je ne les vois pas, les questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être les organisateurs peuvent me dire s'il y a des questions. Ah bah voilà, il y a des questions. Une question là-bas. Allez-y. Merci. C'est vraiment une discipline qui est très très complexe, très difficile à appréhender. Et la question qui me vient par rapport à ce que vous avez dit, vous avez parlé pas mal de
préservation des écosystèmes, on arrive à voir à peu près ce dont il s'agit, même si c'est assez abstrait. Par contre, il y a une question que je ne vois pas là-dedans, c'est la question des ressources épuisables, notamment des minerais. Et surtout, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est au fond, quelle valeur on donne justement à ces ressources et à quel horizon. C'est-à-dire que si on dit, voilà, on essaie de préserver certaines ressources pour les 2-3 générations à venir, c'est pas du tout pareil que si on dit il faut préserver ces ressources-là pour les 10 000 ans à venir. Donc du coup, comment vous arrivez à appréhender ça? Alors, quand vous parlez des ressources épuisables, en fait, je vais répondre, commencer par répondre à la question. Il y a deux types de ressources épuisables. Il y a finalement des ressources épuisables comme certains minerais, ils ne sont pas vitaux. Ces ressources-là ne sont pas vitales. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que des ressources comme la qualité de l'eau. Là, c'est comme un problème, ou des pertes de certaines formes de biodiversité, c'est irréversible. Et en fait, ça pose problème, même au niveau, comme on dit par exemple, si les abeilles disparaissent, hein, ça va poser problème à l'espèce humaine. Donc les minéraux, je dirais, le pétrole, c'est pas vital en fait. Ça peut, et en plus, on peut trouver des solutions de substitution. D'ailleurs, dans bien des cas, on les a déjà, les solutions de substitution. C'est une question de prix après. Donc, c'est des questions de prix où on va remplacer. Donc, en fait, je pense qu'il faut bien distinguer entre ce qui est épuisable et non finalement vital, le minerai, vous l'avez dit, et ce qui est normalement renouvelable, mais qui finalement, on atteint des seuils de renouvelabilité qui ne sont plus possibles, ça devient épuisable. C'est certaines formes de biodiversité, et ça peut être aussi parfois même l'eau qui finalement arrive à un moment où on ne peut même plus la dépolluer. Donc je crois qu'évidemment, vous l'avez dit, c'est complexe, mais en réalité, il y a différentes catégories de ressources. Et celles que vous avez indiquées, les minéraux, etc., c'est d'ailleurs pas, elles ont appris et ça pose pas trop de difficultés. Celles-ci, ça fait longtemps qu'elles font l'objet d'analyses économiques. Ce qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est ce qu'on appelle le capital. Dans le capital naturel, vous avez les ressources épuisables, vous avez des ressources renouvelables, mais ce qui pose vraiment problème aujourd'hui, c'est que les ressources renouvelables, en fait, atteignent des seuils de non-renouvelabilité. C'est-à-dire que c'est ça qui pose aujourd'hui des difficultés. C'est vraiment là-dessus, je pense que toutes ces formes de comptabilité, me semble-t-il, sont en train de plus de travail. Je vais justement pour compléter par rapport à ça, sur la question, effectivement, sur les ressources non renouvelables, il y a cette question de viabilité globale qui est claire et qui, du coup, induit un type de réponse qui existe déjà, en fait, dans un système comptable suisse dont on parle très peu, mais qui est en fait officiel en Suisse et défendu, enfin soutenu, même plus que soutenu, hein, il est porté par l'Office fédéral de l'environnement en Suisse, qui est le système en écopoint, et qui raisonne sur des questions de flux admissible maximum par année. Et du coup, en fait, c'est ça qui correspond au bon état écologique donc dans une dynamique, hein, le bon état écologique, état ne voulant pas dire état statique, hein, c'est un état dynamique de la gestion d'une ressource épuisable. Donc, c'est accepter qu'il y a des flux maximum d'extraction. Et donc là, on est sur une question politique, hein, et qui, encore une fois, existe. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans du théorique, c'est vraiment appliqué. Et la question, par contre, et là en écho avec tout ce qui a été dit, de dire on va gérer la ressource non renouvelable en posant une valeur de marché et en disant on va optimiser la valeur de marché qui va guider le type d'extraction. Ça, c'est les règles, ce qu'on appelle les règles de Hotelling, qu'on développe depuis le début du XXe siècle. Là, c'est une hérésie totale. Enfin, avec ça, on peut prouver des choses assez catastrophiques. Donc voilà, c'est la question justement d'inverser, de dire d'un point de vue politique, on doit fixer des règles de flux admissibles maximal par année. Et ça existe. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Catherine. Juste un petit point. En fait, ça répond pas à ma question. Parce que si vous avez un horizon à 100 000 ans ou un horizon à 200 ans, c'est pas du tout pareil.
Oui, mais justement, c'est quelque chose qui est traité d'un point de vue scientifique et politique en Suisse, réellement, avec une réflexion à très long terme. Enfin, je veux dire, c'est déjà fait. C'est-à-dire, c'est ça que je veux dire, c'est que, et malheureusement, ça n'arrive pas dans le débat public, alors que voilà, il y a des grands débats internationaux, alors que c'est réellement fait en Suisse, par exemple. Alors, il y a des questions sur Twitter. Je vais demander à Pierre Pascal de me les poser parce que j'ai un petit problème technique. Bon, donc puisque tu n'as pas reçu la question, viens d'en recevoir une. Martin O'Connor dit que la biosphère est une auberge dont nous serions tous locataires et que nous devons entretenir. Mais pourquoi en prendrait-il soin s'il ne paie pas de loyer? Faut-il donc donner un prix à la biosphère? C'est bien posé. Alors, je suis sûr que je vais m'embourber pour répondre. Alors, je vais essayer de séparer deux choses. Le fait qu'on est tous potentiellement et souvent réellement des délinquants et on se comporte comme les imbéciles et les crétins et on est complètement égoïste et on a tendance à saccager notre propre chambre, notre propre espace de travail, ça c'est connu. Qui veut dire qu'il faut être un peu schizophrène à la fois pour suggérer ça et ensuite pour poser cette question. Mais alors, locataire, c'est peut-être pas le mot exact. On est peut-être les concierges, on est peut-être les bénéficiaires, on est peut-être les fraudeurs, les passagers clandestins. Il y a plein de termes qui peuvent s'appliquer. Mais une chose est connue, ce n'est pas qu'en obligeant de payer quelque chose qu'on change la mentalité des gens. Donc c'est un peu un problème de poule et d'œuf là. Alors, si on ne veut pas entretenir notre auberge planétaire, on ne va pas se donner des moyens en termes de conventions pour s'organiser, pour agir en ce sens-là. Si on décide que la seule chose qui compte, c'est extraire de pétrole, gagner un revenu, augmenter la vitesse de circulation des voitures électriques ou thermiques selon le cas, on peut augmenter le volume d'activité en termes monétaires, mais on a oublié de peut-être poser des questions, c'est quelle planète qu'on veut entretenir. Donc, il faut poser les questions des fins avant de se préoccuper des détails des moyens. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Le reste, je préfère qu'on discute avec un long café parce que ça va prendre du temps. Alors, moi, je veux bien envie aussi de réagir sur cette question. J'ai envie de dire qu'en réalité, tout ce qui a été indiqué permet déjà... le terme monétaire ne va pas permettre d'évaluer quels sont les impacts sur les écosystèmes. Et je crois que toutes les formes de comptabilité qui ont été indiquées ici, complémentaires, patrimoniales, écologiques, en fait, sont des indicateurs qui vont nous donner les impacts réels sur les écosystèmes. Après, qu'on ait envie de mettre une taxe, qu'on ait envie de mettre un loyer, c'est autre chose, c'est un choix, qu'on ait envie de mettre un prix, c'est un choix politique, mais ça sera un choix politique qui sera fait sur des données donc physiques réelles. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que mettre un prix... comment va-t-on définir le prix ensuite? Il y a un problème, je pense qu'un euro n'a pas la même valeur, c'est une banalité de le dire, donc pour un Africain que pour un Américain, ou même, je dirais, quelqu'un en Russie aujourd'hui. Donc en fait, c'est très difficile de donner un prix, et en plus, vous allez entraîner à ce moment-là des problèmes d'inéquité qui sont d'ordre sociétal, qui sont aussi à mettre en balance avec des questions environnementales. Donc c'est une question intéressante, mais qui nécessite en fait une discussion plus approfondie. Oui, une autre question sur Twitter. Il ne marche pas ce micro aussi. Justement, le coût est une conséquence à prendre en compte car elle nécessite beaucoup d'argent. Selon vous, par quelle source de financement peut-on passer grâce aux ONG, à l'État? Qui veut répondre? Je peux commencer. Des sources diverses, justement. Il y a à la fois des questions qui viennent donc de l'État, mais il y a aussi des sources de financement privés.
C'est-à-dire qu'on travaille aussi, et de plus en plus, hein, avec des questions donc, via des financeurs, hein, tout simplement. Alors, avec une partie de la finance à impact, parce que bon, il y a beaucoup ce qu'on appelle l'impact washing, mais sans entrer dans les détails, mais donc de la finance à impact, qui justement essaye de recanaliser les flux d'argent vers des projets qui sont réellement scientifiquement évaluables à impact, donc avoir des systèmes comptables qui permettent de le montrer. Donc ça, on a des financeurs privés qui vont là-dessus. On a des banques aussi qui y vont. Donc on a ces catégories d'acteurs, hein, on a l'État, puis après il y a aussi les catégories d'acteurs d'investisseurs plus hétérodoxes, hein, avec des particuliers qui montent des dispositifs d'investissement, aussi d'ailleurs via des monnaies locales, pour aider justement des projets qui soient raccords avec une question donc, de couverture d'un certain nombre de coûts de préservation. Donc il y a vraiment voilà, un panel extrêmement important de types de financement. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas en fait, des systèmes comptables qui permettent de montrer scientifiquement en fait, ce qui se passe en termes de préservation, et deux, quels sont les coûts réels qui doivent être couverts, c'est très difficile d'évaluer en fait, où il faut aller chercher l'argent et quelle est la structure justement de la dette qui est derrière. Est-ce qu'on est sur des dettes à long terme, etc. etc. Vous voulez ajouter quelque chose? Très rapidement, par rapport à justement quels sont les coûts réels qui doivent être couverts, il y a la question des coûts des actions de préservation directement, et puis il y a la question de comment est-ce qu'on détermine ces actions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait le conventionnement, comment est-ce que déjà on travaille. Il y a le coût de la science, enfin, si on veut aller très vite. Comment est-ce qu'on travaille à produire des indicateurs scientifiques de bons états écologiques? Comment est-ce qu'on libère le temps dans une société où l'approche du temps est vraiment monétisée par rapport au temps du marché? Comment est-ce qu'on libère le temps de travail pour discuter autour des indicateurs scientifiques, autour des objectifs territoriaux, autour des actions à mener? Et il y a toute cette question en fait, d'apprentissage territorial, de dialogue autour de la connaissance, de dialogue sens-société, qui est aussi une dimension de coût à prendre en compte et qui est quelque chose. C'est, par exemple, le philosophe Bernard Stiegler appelait un revenu contributif pour que différents acteurs de tous les secteurs d'un territoire, public, privé, habitants, se retrouvent pour dialoguer autour de savoirs locaux et être en mesure de se saisir de la science pour construire autour des objectifs locaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi, autour de ces questions-là, une réflexion à faire sur ce que c'est que le travail, le coût du travail, avec du travail de mise en œuvre des actions et puis du travail de déploiement des savoirs et des connaissances autour des indicateurs. Merci Clément. I don't know if Walter is there. Walter, do you want to add something? Or I don't know if you are... Il est parti? Il n'est plus là. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière question, si on a encore 2 minutes, pour Clément et Alexandre en particulier, pour rebondir et continuer justement sur ce que vous venez de dire. Historiquement, en fait, la question des coûts, à l'époque, on ne s'occupait que d'exploitation et pas de préservation. Son développement, c'est quand même très appuyé sur le travail des ingénieurs, avec l'organisation scientifique du travail. On pourrait peut-être imaginer une organisation scientifique aujourd'hui de cette maîtrise des coûts et des coûts de la préservation. Et on voit bien que historiquement, donc depuis le 19e siècle, il y a eu ce lien qui s'est fait avec les ingénieurs, puisque vous l'avez très bien dit, il faut partir du physique avant d'arriver à du monétaire. Et donc, moi, je voulais simplement vous demander, puisqu'on voit bien que finalement, le comptable ne peut pas travailler seul, puisque les enjeux sont politiques et les enjeux sont physiques et biologiques et chimiques. Enfin, on va retrouver toutes les disciplines scientifiques. Et est-ce qu'on a justement aujourd'hui, parce que dans la société courante, on ne se rend pas compte en fait des liens qui peuvent se créer entre les différents finalement corps de métier qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice. Donc ce lien entre
des ingénieurs ou de nouvelles formes d'ingénieurs, des scientifiques, et puis des lieux de discussion politique. Alors on peut penser à l'Europe, l'histoire de taxonomie. Enfin, il y a un moment donné, vous l'avez très bien dit, il faut qu'on se mette un petit peu d'accord sur ce qui est à préserver, ce qui n'est pas à préserver, sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais. Il y a quand même du jugement aussi. Et il nous faut aussi des capacités équivalentes industrielles, mais de connaissance des flux concrets. Donc, est-ce que vous pouvez simplement peut-être nous illustrer quelques liens qui montrent que les comptables travaillent avec ces autres corps de métier qui vont être utiles justement pour avoir ces bonnes représentations qui permettront des bonnes décisions en fait pour cette préservation. Alexandre. Merci beaucoup pour la question qui est essentielle. Oui, on travaille énormément avec plein d'acteurs côté scientifique, divers et variés, ingénieurs, notamment donc étant AgroParisTech. Il faut savoir par exemple la junior entreprise d'AgroParisTech s'est investie à fond sur la comptabilité écologique, la défend, la promeut d'ailleurs dans les autres junior entreprises, et ça c'est arrivé au niveau du Conseil national et ça se diffuse énormément. Ça intéresse de plus en plus donc d'élèves ingénieurs pour justement faire cette complémentarité entre une approche scientifique et la possibilité de se redéployer dans l'entreprise d'une autre façon. Donc on a déjà ça. Sur le terrain, parce que vraiment j'insiste, dans le CERCES, en fait le CERCES fédère une communauté, parce qu'il y a vraiment une communauté très grandissante d'acteurs divers et variés, professionnels, ONG, de tous bords. Et dans cette vision-là, en fait, le comptable est là pour poser justement une architecture. Il pose une architecture et autour s'organisent des acteurs. Donc on va travailler avec, on a des comités scientifiques donc, qui permettent de faire les relais avec certains scientifiques divers et variés. On va avoir donc après des ingénieurs plus opérationnels. Donc on a voilà, cette organisation d'une communauté réellement. Et donc quand une entreprise dit voilà on veut mettre en place CARE, c'est pas déjà elle toute seule qui peut le faire, c'est donc il y a des opérateurs qui arrivent, qui vont permettre d'organiser donc un plan de recompréhension du modèle d'affaires, qui va permettre ensuite de faire des liens avec les scientifiques qui vont se connecter. Et voilà, on travaille comme ça en fait. Donc il y a vraiment un lien très fort. Hein. Merci. Alors je crois que donc, nous avons terminé cette session. En tout cas, merci à tous les intervenants. Thank you also to Walter, even if you are not here. Merci à tous ceux qui sont venus ce matin tôt. Et donc, j'espère que tout ça va vous donner matière à réfléchir. Et en tout cas, vous les plus jeunes, peut-être à vous engager donc, dans ces recherches et dans ces nouveaux métiers. Merci.